Au cours des 10 dernières années, le traitement des désordres du développement sexuel a beaucoup progressé. L'approche est beaucoup moins paternaliste qu'auparavant. Notre équipe privilégie l'implication de l'ensemble de la famille dès le début. Les parents prennent part aux toutes premières discussions et nous les encourageons à suivre cette conversation au fil du temps. Notre équipe de DSD préconise une approche pluridisciplinaire dans laquelle la famille est fortement impliquée. Ainsi, l'urologie, l'endocrinologie, la psychologie, la génétique et le travail social sont mis à contribution. Je crois qu'il est très important de faire appel à l'ensemble de ces expertises pour bien traiter l'enfant qui présente un désordre complexe. Cette approche pluridisciplinaire est également utilisée au Royaume-Uni. Mon rôle est d'aider les parents à réfléchir aux conséquences des opérations précoces, au fait qu'il y aura des cicatrices et que bien que ça pourrait ressembler davantage à ce qu'ils souhaitent, ça ne veut pas dire que ce sera exactement comme une personne qui n'a pas présenté d'ambiguïté sexuelle. Étant donné la présence de tissus cicatriciels, il y a un risque de perte de sensibilité, ce qui n'embêtera pas réellement un enfant, mais ce qui deviendra à l'évidence une difficulté pour les relations intimes à l'âge adulte. Tout le monde s'entend sur l'utilisation d'une approche ouverte et inclusive, mais la nécessité et le moment des interventions chirurgicales ne font pas encore consensus. Pour beaucoup d'activistes, les interventions chirurgicales sur les bébés constituent une mutilation. La préoccupation des parents, c'est d'avoir à élever leur enfant comme une fille alors qu'elle a des organes génitaux de garçon. Ils craignent l'intimidation, les railleries, les activités comme la natation, et ces craintes sont tout à fait justifiées. Les études ont démontré que lorsqu'on pratique une chirurgie fétale, le fœtus guérit assez vite et s'en remet bien. Aussi, les nouveau-nés réagissent bien aux interventions chirurgicales et guérissent mieux que si on attend plus tard durant l'enfance ou l'adolescence pour intervenir. Pour les parents, il est presque impossible de déterminer ce qui sera le mieux pour leur enfant. Ils ont dit que pour qu'il puisse fonctionner comme un homme, il aurait besoin de 3 à 5 chirurgies importantes. Parce que dans l'état actuel, ça ne pourrait pas fonctionner. Le chirurgien m'a dit que ce serait possible, qu'il aurait l'air d'avoir été mordu à plusieurs reprises. Et c'est exactement ce à quoi ça ressemblait. On aurait dit qu'un chien avait mordillé ses organes. Je me suis dit que mon fils ne pourrait pas avoir de vie sexuelle, que ce serait tout simplement impossible, qu'il n'arriverait même pas à faire pipi. Alors imaginez le reste. On nous a dit que c'était un garçon, mais comment allait-il pouvoir vivre comme un garçon? J'étais complètement dévastée. Le chirurgien m'a dit, retournons dans la chambre ensemble et examinons-le comme il faut. Puis il a dit, essayez de le voir différemment. C'est ce que j'ai fait, et il avait raison. On a vraiment de la chance. Lorsqu'il avait ses interventions et qu'on sortait de la salle de réveil, il fallait passer dans l'aile des enfants atteints du cancer et c'était chaque fois un rappel brutal. Voir ces pauvres enfants malades me rappelait combien on avait de la chance. C'était la bonne chose à faire. Ce n'était pas une question d'esthétique, puisque c'était loin d'être esthétique. C'était pour qu'il puisse fonctionner. Je n'avais pas le choix. Chaque cas est unique en son genre, et parfois, pour des raisons évidentes, il peut être préférable d'attendre avant d'opérer. On ne sait pas comment le corps va se développer. Au moment de la naissance, les bébés peuvent avoir un excès d'hormones qui proviennent de la mère, alors leurs organes génitaux peuvent être grossis ou gonflés de toute façon. On peut attendre de voir comment l'enfant grandira. Un clitoris qui peut sembler gros sur un bébé de 2 kilos peut paraître tout à fait différent quand cet enfant aura 1 an ou 2. Lorsqu'on regarde l'historique des interventions chirurgicales qui ont été pratiquées sur des filles en bas âge souffrant de HCS, de 90 à 95% d'entre elles ont eu besoin d'être réopérées à l'adolescence. À moins qu'une raison médicale commande qu'on modifie l'apparence des organes génitaux, je pense qu'on ne devrait pas
pratiquer de chirurgie. Je crois qu'il faut les préserver tels quels. Ce sont les organes génitaux de l'enfant, pas ceux des parents ni ceux du médecin. Ce sont les siens. Et quand il sera adulte, il voudra que ces organes fonctionnent. On aimerait tous que l'enfant puisse prendre la décision par lui-même. Mais le problème est que si on attend qu'il soit assez vieux et mature pour comprendre la situation et accepter les interventions, lui aura-t-on porté préjudice en ne l'ayant pas opéré ou en ne lui ayant pas donné la médication plus tôt? Il y a une petite fille que nous traitons qui présente une hyperplasie congénitale des surrénales et qui n'a pas subi de chirurgie reconstructive. Elle a 8 ans et elle a un très gros clitoris de 7 cm qui lui donne l'apparence d'un garçon. Quand je lui ai demandé comment elle se considérait, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas trop, qu'elle était une fille dans sa tête, mais un garçon en bas de la ceinture et qu'elle ne savait pas quoi faire avec ça. Nous voulons nous assurer que nous prenons les bonnes décisions et que nous offrons les bons soins aux patients, et ce, à long terme. Le plus important pour moi, c'est qu'on soit honnête avec les familles dès le départ, qu'on leur explique ce qu'on sait et les limites de nos connaissances. Dans la mesure où j'ai le sentiment qu'on a fait ce travail de façon responsable et rigoureuse, je suis à l'aise avec les décisions qu'on leur recommande. Dépose-la doucement, maman. C'est vraiment bon quand elles sont toutes gonflées. Environ un mois avant sa naissance, j'ai eu le pressentiment que ça allait être une fille. Alors j'étais heureuse que ce soit le cas quand elle est venue au monde. Garçon ou fille, c'est toujours réjouissant, mais j'étais content d'avoir une petite fille. Ce ne sont pas tous les désordres du développement sexuel qui sont visibles à la naissance. Nombre d'entre eux touchent les organes internes et ne sont pas perceptibles au quotidien. Dans certains cas, cela peut prendre des années avant qu'on les diagnostique. C'est ce qui est arrivé à Cathy. Un jour, quand elle avait 6 ans, elle a glissé dans la baignoire et elle s'est mise à pleurer. Nous avons remarqué qu'elle avait une bosse dans l'aine. C'était une hernie. Je me souviens de l'hernie. Je me souviens que ça faisait mal. Je me souviens quand ils m'ont emmenée pour l'opération. Je me souviens que j'étais couchée sur la table d'opération et que j'étais vraiment gênée d'être toute nue devant ces étrangers. En l'opérant pour l'hernie, les médecins ont découvert avec étonnement que Cathy avait un testicule qui était partiellement descendu. Ils ont aussi constaté qu'elle n'avait pas d'ovaire ni d'utérus et qu'elle avait un chromosome XY comme un homme. C'était la catastrophe. Il fallait soudainement composer avec cette découverte accablante. Je ne me souviens plus ce qui m'a traversé l'esprit à part la question « Pourquoi une si horrible chose nous arrive ?» La famille se retrouve affligée par cette terrible nouvelle et on se demande comment on va gérer ça. Les parents de Cathy ont eu beaucoup de mal à composer avec la situation, bien qu'ils soient médecins tous les deux. On était tout simplement abasourdis par la nouvelle. Comme médecin, tout ce qu'on connaissait à propos de cette condition, c'est que c'était vraiment anormal. La seule chose à laquelle on pensait, c'est que notre enfant entrait dans le cas anormaux, énuméré dans une section qui fait un quart de page dans les manuels médicaux. On essayait de mettre tout ça en contexte, comme parents, comme médecins, et c'était évident. Cathy est atteinte du syndrome d'insensibilité aux androgènes, ou SIA. Bien qu'on l'ait diagnostiquée seulement lorsqu'elle avait 6 ans, cette condition s'est développée durant la vie intra-utérine. Lorsque le fœtus se développe normalement, les choses commencent sensiblement de la même manière pour les garçons et pour les filles. Ça peut être un peu difficile à comprendre, mais s'il y a un chromosome Y, la gonade se développera en testicule. Le testicule produira alors un certain nombre d'hormones, dont la plus importante est la testostérone. C'est cette hormone qui causera le développement des structures génitales externes. Le testicule produira également l'hormone antimullérienne, qui arrête le développement des structures femelles. Ainsi, un fœtus masculin n'aura pas d'utérus. En l'absence du chromosome Y, le fœtus développe des ovaires
qui ne produisent pas la même quantité de testostérone que les testicules. C'est essentiellement en raison de ces taux plus faibles de testostérone qu'un bébé devient une fille. Mais il existe certaines conditions où les choses ne se développent pas normalement. Par exemple, dans le cas du syndrome d'insensibilité aux androgènes, l'enfant possède un chromosome Y, donc un X et un Y, de même que des testicules qui produisent les hormones mâles. Mais le corps ne réagit pas normalement à ces hormones. À la naissance, le bébé ressemble donc à une petite fille normale. J'étais très fille-fille. J'aimais porter des robes et j'aimais regarder ma mère se pomponner avant ses sorties. Et j'adorais mettre ses vêtements. Oui, j'étais très fille. J'adorais les vêtements, le maquillage, les souliers, les bijoux et toutes ces choses quand j'étais petite. Cathy grandissait comme une petite fille heureuse sans être consciente de sa condition. Ce qu'on nous avait appris durant nos études en médecine, c'est qu'on n'informait pas ces femmes du diagnostic, de leurs chromosomes ou du fait qu'elles avaient des testicules, car elles en seraient si dévastées qu'elles voudraient se suicider. Quel parent peut envisager de divulguer à son enfant une information susceptible de l'amener à vouloir s'enlever la vie? C'était une période très difficile. Il y avait beaucoup de tristesse dans l'air. Mais, parallèlement, il y avait cette petite boule de bonheur de 6 ans, pétillante, talentueuse et rayonnante, qui illuminait nos vies. Alors on s'est dit que la meilleure chose à faire était de garder ça pour nous et de voir comment ça évoluerait. Mais les parents de Cathy étaient mal à l'aise avec l'idée de ne rien lui dire et lui ont graduellement communiqué des bribes d'informations. On a commencé par lui parler des gens qui sont différents et qu'il n'y avait pas de mal à ça. Je pense que je lui dis que la plupart des femmes avaient un nid dans leur corps où le bébé peut se développer et que certaines femmes n'avaient pas ce nid et qu'elles devaient adopter leurs enfants. Mon univers a basculé. Je me souviens que même à 9 ans, ça me rendait triste de voir une femme enceinte. C'était la même chose quand je voyais des bébés. Et ça durait longtemps. Les parents de Cathy savaient que ce serait encore plus difficile pour elle d'accepter qu'elle avait des testicules et que ses chromosomes, en fait son ADN, correspondaient à ceux d'un homme. Ils n'ont pas eu le courage de lui dire avant l'adolescence. J'étais tellement fâchée contre mes parents. J'étais furieuse parce qu'ils le savaient depuis 12 ans. Mes médecins le savaient, mes grands-parents le savaient et quelques autres membres de la famille aussi. Des purs étrangers comme les médecins qui se trouvaient dans le bureau lors de mes consultations en savaient plus sur moi que moi-même. J'étais vraiment très, très fâchée contre eux et j'étais terrifiée. Je n'étais pas prête à me considérer comme totalement et irréversiblement différente des autres femmes. Je me suis demandé si quelqu'un allait pouvoir m'aimer, si j'étais à ce point différente qu'on ne pourrait pas m'aimer. Cathy s'est fait enlever ses testicules. Elle doit maintenant prendre des pilules pour contrebalancer ses hormones. Je pense que nos définitions du sexe sont vraiment inadéquates. Selon les paramètres qu'on utilise pour définir le sexe, je ne peux pas dire si je suis de sexe masculin ou de sexe féminin, même si mon identité de genre est assurément féminine.